Bonjour, merci d'être venus nombreux. La séance est complète, ce qui nous fait beaucoup plaisir parce que c'est la preuve qu'il est désormais acquis qu'Otto Preminger est un très très grand cinéaste et qu'on a raison de refaire régulièrement une rétrospective de ses films. Merci à vous d'être venus, merci de nous être fidèles. Vous allez voir Advice and Consent, Tempête à Washington, titre français. C'est un film que Otto Preminger tourne en 1961. C'est un film qui fait partie du moment de sa carrière où il réalise des films à grand spectacle qu'il produit lui-même, avec des sujets, avec des grands sujets. Il y a eu, alors on peut dire que avant Tempête à Washington, il y a eu Exodus, donc sur la création de l'État d'Israël. Tempête à Washington est un film sur le système politique américain, le film d'après sera un film sur l'Église catholique, en fait, comme système. Il s'attaque à des systèmes, il nous montre comment ça marche, avec toujours une idée derrière la tête. Alors, il nous avait semblé important de discuter un peu après la projection de Tempête à Washington, et pour cela, on a invité Nicolas Pariser, qui est un cinéaste qui est un des rares cinéastes à s'attaquer à la question de la politique, du politique, comment ça marche. Il y a le film Le Grand Jeu, par exemple, ou bien Alice et le Maire. Ce sont des films qui se sont attachés au fonctionnement politique, au fonctionnement de la politique. Et donc, merci Nicolas d'être venu. Tu nous dis un petit mot avant le film, et puis on se retrouve à l'issue de la projection, ceux que ça intéresse, pour discuter de Tempête à Washington, et plus largement des films d'Otto Preminger. Merci. Bonjour et merci Jean-François de m'avoir invité pour parler de ce film. Je vais être très bref, mais c'est un film qui est très important pour moi et c'est pas très intéressant pour tout le monde, mais c'est le film qui m'a permis de faire des films, c'est-à-dire que j'ai vraiment plagié éhontément ce film, mon premier court-métrage. La République. C'est pas La République. Je l'ai remaké, disons, dans une zone industrielle de Reims. Donc ça coûtait moins d'argent et le film était un peu moins complexe. Mais je voulais faire des films, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis voilà, j'ai eu une espèce d'épiphanie de refaire ce film. Donc c'est un film qui me tient particulièrement à cœur. Et puis sur le moment où on le voit, je pense que c'est la première fois où le film est projeté en France et où ça devient une pièce d'histoire. Presque comme l'élément de Saint-Simon sur la cour de Louis XIV, parce que je pense que toutes les procédures démocratiques complexes, austères, qu'on voit dans le film seront dans quelques semaines malmenées ou disons de l'histoire ancienne. Et quand on présente en général Tempête à Washington, c'est pour dire le système américain, il a des défauts, etc. Mais quand même, à la fin, la démocratie. Et voilà, je ne suis pas sûr que le débat qu'on aura, ou en tout cas la discussion qu'on aura après le film, pourra se terminer, disons, sur une note douce amère. Voilà. Merci. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Pour le vote de confirmation, pour l'investiture. Là, donc, Tempête sur Washington, donc Advice and Consent, en fait, à l'origine, c'est un roman. Ça y est, qu'il a un peu dissipé. Voilà. C'est un roman dont Otto Preminger achète les droits en 1959. Donc, il a au moment où il tourne, où il prépare Exodus, donc le roman l'intéresse beaucoup. Le romancier, alors je ne l'ai pas lu, je crois qu'on ne l'a pas lu, mais ça s'appelle Alain Drury, et c'est un romancier plutôt conservateur, en tout cas le roman était très à droite. L'ennemi était désigné comme l'Union soviétique, dans le film on parle des communistes, et dans le roman c'est plus précis. Et les Figwell n'était pas du tout, semble-t-il, un personnage sympathique. Et Preminger et son scénariste Wendell Mays ont changé beaucoup de choses dans le roman, notamment pour adoucir la dimension conservatrice, de droite du récit. Le film est tourné en 1961. Il était prévu pour sortir, le tournage se termine en novembre 61, et en fait ils veulent le sortir avant Noël 61, c'est vous dire à quelle vitesse tout le monde travaillait, donc il fallait faire le montage très vite, à cause des Oscars, pour la course aux Oscars, et en fait ils n'ont pas pu parce qu'il y avait une clause
qui interdisait que le film sorte avant que l'adaptation théâtrale du livre soit terminée. Et en fait, il y avait à Broadway une pièce adaptée du roman d'Alain Drary, et qui se jouait encore, et qui tournait, je crois, aux États-Unis. Et donc, la sortie du film, bon, ils ont dû attendre jusqu'en juin 1962 pour que le film soit distribué en salle. On parlera un peu de ce que disait Preminger du film. Le film n'a pas été sans problème au moment de sa sortie, de sa distribution, puisqu'en fait, il y a eu des sénateurs, des parlementaires et des journalistes, enfin plutôt très à droite, qui exigeaient que le film ne soit pas distribué à l'étranger. Il pouvait très bien être distribué aux États-Unis, mais dans l'esprit de certains sénateurs, de certains hommes politiques, il donnait une mauvaise image de la vie politique américaine, une image qu'il ne fallait pas exporter à l'étranger. Ils n'ont pas eu gain de cause et le film a été distribué. Il a eu un certain succès, notamment à cause de son casting. Il a été plutôt bien accueilli. Voilà ce qu'on peut dire, disons, du contexte, de la façon, de la chronologie de la fabrication du film. On rentrera peut-être dans des détails de fabrication, parce qu'avec Preminger, les détails de fabrication, ça dit toujours quelque chose, en fait, parce que c'est un artiste de la pure mise en scène. On a quand même vu une histoire assez austère, c'est pas très rigolo. C'est quand même des hommes en costume qui marchent dans des couloirs, qui se parlent, et puis de temps en temps il y a des secrets immondes qui affleurent. Et je trouve que le film, la première fois que je l'ai vu, est tout à fait haletant. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire autre chose ou de penser à la liste des commissions pendant qu'on voit le film qui dure pourtant 2 heures et quart. Et je trouve que c'est un... Il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma, qu'à partir d'un tel matériau, telle austérité du matériel d'origine, on arrive à faire un film, me semble-t-il, peut-être que vous avez une autre idée sur le film, faire un film aussi haletant, aussi passionnant. Voilà ce que je pense du film. Je ne sais pas, qu'est-ce que t'en dis, toi? Oui. Non, mais je trouve ça pas mal aussi, oui. Je sais pas, je n'ai pas du tout organisé mes idées, donc je vais commencer par peut-être, pour évacuer le côté sur le sujet à proprement parler du film, même si le sujet est passionnant et qu'il le traite, c'est plus sur la place de Preminger dans la cinéphilie, et puis sur qui il semblait être. En fait, dans la cinéphilie, il y a quand même cette tension, tu vas me dire si tu es d'accord, entre, disons, l'artiste total, à l'avant-garde, radical, dont Godard, par exemple, serait l'incarnation la plus parfaite, mais il y avait aussi des gens comme ça autour du Mai. Et puis, l'autre partie qui intéresse la cinéphilie, c'est, au contraire, l'artisan qui fait des films commerciaux et dont seul le cinéphile peut voir le génie, comme, je sais pas, Anthony Mann ou certains cinéastes italiens de série, etc. Et même à la limite, à l'époque, dans les années 50, Fritz Lang ou Howard Hawks faisaient des films. Il fallait être cinéphile pour voir que tel western ou tel film policier était une œuvre d'art. Preminger est vraiment dans l'entre-deux que normalement la cinéphilie n'aime pas. C'est-à-dire qu'il adapte des best-sellers, et notamment dans les années 60, donc ces 3 grands films, Exodus, celui-ci et Le Cardinal, en fait il adapte des best-sellers qui sont des gros pavés, qui traitent de sujets d'actualité, et dont je pense qu'il espère qu'il y aura on va parler de ces films dans les pages politiques ou société des grands magazines. Or, ça, pour le coup, c'est presque l'ennemi du cinéphile. Le film dossier, le film à sujet. Le film à sujet, etc. Or, que ce soit Exodus, Tempête à Washington ou Le Cardinal, il n'y a pas plus film dossier que ça. Et pourtant, je pense que c'est un des rares, voire le seul cinéaste que les cinéphiles aiment et dont la Cinémathèque fait des rétrospectives très régulièrement, qui se vend, en tout cas à l'époque où ça sort,
sur le fait que ce sont des adaptations de best-sellers sur des sujets intéressants. Juste un mot sur les adaptations de best-sellers, que j'ai travaillé sur la dernière période de Raoul Walsh, par exemple, et en fait c'est une stratégie à Hollywood de faire des films sur des romans dont on pense qu'ils vont avoir du succès, parce que parfois les droits sont achetés avant que le livre soit publié, ou des romans qui ont été publiés et pour lesquels les studios se battent en surenchérissant parce qu'ils veulent acquérir les droits. Il y a cette idée que dans un Hollywood un peu déclinant, le best-seller va constituer une plus-value pour le film. Et par exemple, les films de Raoul Walsh, quand même un cinéaste purement hollywoodien, qui a pendant des années fait des westerns, des films d'aventure, etc. À la fin de sa carrière, on regarde les génériques de ces films, souvent il y a le roman qui est sur le générique, ça qu'on dit adapté d'eux, comment ça s'appelle, Robert Penn Warren pour L'Esclave libre par exemple, Les Nuits et les Morts, Les Nuits et les Morts, Norman Mailer, sont des films qui sont vendus sur le fait qu'ils sont adaptés de romans à succès. Mais je voudrais juste, oui, apporter quand même alors un bémol et une anecdote, c'est que, donc moi j'ai travaillé pendant très longtemps pour Pierre Rissian, qui a connu et Raoul Walsh et Preminger, et qui me racontait que Raoul Walsh, pour lui c'était probablement une stratégie, parce que dans le fond Raoul Walsh, ce qu'il aimait c'était Stendhal, et qu'il se donnait, disons, l'image d'un type, d'un cow-boy qui parlait pas beaucoup, qui voulait faire des succès, mais dans le fond c'était quelqu'un de très romantique et qui se considérait dans le fond comme un poète. Et il me racontait que Preminger, au contraire, quand il a essayé de... Parce qu'en fait il essayait de devenir ami avec tous les réalisateurs qu'il aimait, que ce soit Lang... Pierre Rissian, c'était, ceux qui ne le connaissaient pas, un des grands cinéphiles des années 60. Il a été attaché de presse, il a été producteur, il a été un chef de file d'un courant cinéphilique très pro-hollywoodien qui était les McMahoniens. Et donc juste pour préciser qui était Rissian, ça a été quelqu'un de très important dans la cinéphilie, mais aussi dans la production de films. Il a travaillé pour Pathé aussi 2000, enfin il a créé quelques grands succès qui ont eu le Palme d'Or au Festival de Cannes, donc c'est une référence en fait. Et c'était surtout quelqu'un qui en fait devenait ami, parce qu'il avait un très grand sens de l'amitié, il devenait ami avec ses idoles, et donc il est devenu ami avec Fritz Lang, et à la fin de sa vie, pour montrer un petit peu l'éclectisme de ses amitiés, il était très ami avec Kiarostami et Clint Eastwood. Il avait des amitiés qui étaient fondées sur l'admiration qu'il avait pour les œuvres. Et donc il a essayé de devenir ami avec Preminger, et en fait c'était impossible parce que Preminger ne parlait que d'affaires et de sujets. Et il disait que c'était impossible de parler de cinéma avec lui. Or, quand on voit le film, c'est sidérant parce que il y a, pour reprendre ce que dit l'expression de Jean Douchet, il y a une écriture cinématographique qui est d'une originalité et qui est tellement personnelle et qui est, je me disais ça en voyant le film, qui est sans comparaison, je pense, dans toute l'histoire, disons, du cinéma américain de l'après-guerre. C'est-à-dire que c'est pas du tout filmé comme les autres films américains, que ce soit des grands films ou des films plus anecdotiques. C'est-à-dire que, en gros, dans le cinéma classique américain, il y a un type de découpage qui est maîtrisé ou qui l'est pas, qui est dynamique ou qui l'est pas. Enfin, en gros, il y a un plan large, ensuite on découpe à l'intérieur de ce plan large, il y a des champs contre champs. Bon, donc en gros, et puis quand il se passe une action, bah, la caméra peut bouger, mais enfin, c'est ça qui fait que c'est beau, c'est un peu comme la tragédie classique, c'est-à-dire que quand même tous les films se ressemblent un peu, et d'ailleurs c'est intéressant quand on voit par exemple un film, par exemple quand on voit, j'ai revu récemment Le Grand Sommeil et puis Tokyo Joe, qui sont deux films avec qui ont des sujets très proches avec un très beau regard. Bon, bah, il y en a un qui est génial et l'autre qui ne l'est pas, mais savoir techniquement faire une analyse de séquence pour savoir pourquoi un est génial et l'autre ne l'est pas, c'est assez compliqué. Or là, il y a quelque chose dans la mise en scène qui est fou, qui est qu'en gros, il y a très rarement des gros plans, il y a très rarement des champs contre champs, pratiquement tout est filmé en travelling en plan très large. Et pour résumer, après, c'est-à-dire que ce sont des dramaturgies hollywoodiennes assez classiques, en tout cas pour l'époque. Enfin, c'est pratiquement filmé comme du Tarkovsky, en fait. C'est-à-dire c'est des lents travelling qui suivent des gens, il y a une profondeur de champ, etc. Et je ne me rends pas compte si cette originalité dans la mise en scène était tant remarquée que ça à l'époque, parce que quand on lit les critiques du film quand il est sorti,
Bon, ils disent oui, c'est bien mis en scène, mais c'est en général assez vague. Et puis même, par exemple, dans un article de Serge Danet à l'époque, je pense qu'il a changé ensuite, Preminger était son cinéaste préféré, il dit il n'y a pas de mise en scène. Alors, ce qui est quand même... il avait 19 ans, je pense, ou 18 ans quand il écrit, donc... or, moi, voilà, ce qui est vraiment fou dans le film, après on pourra parler d'autre chose, c'est que ça n'est pas du tout filmé comme un film américain de l'époque. Et je dirais que c'est pas du tout filmé comme un film américain de l'époque, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire que là, c'est quand même un film, en gros, l'objectif du cinéaste, c'est de rendre tout intelligible. Il faut vraiment qu'on comprenne tous les enjeux, tous les petits coups de théâtre, tous les retournements de situation, toutes les relations entre deux personnages. Ça, c'est un truc fondamental chez Preminger, c'est l'emprise. C'est là comment un personnage va vampiriser un autre psychiquement. Et donc, tout ça, c'est l'exigence, c'est-à-dire c'est la transparence. Et en même temps, alors est-ce qu'il y a un style de mise en scène soit qui est encore hyper classique, c'est-à-dire encore plus classique que le classicisme, c'est-à-dire quelqu'un qui peut nous faire comprendre quelque chose de compliqué, de plus en plus compliqué, donc de façon à ce qu'on comprenne, ou alors on est dans l'expérimentation et dans quelque chose d'autre qui dépasse le découpage classique. Et en fait, la fonction du découpage classique. Et ça, c'est un peu le mystère prémingérien. C'est-à-dire, je pense qu'on peut... A priori, c'est un grand cinéaste classique, et même à la fin d'Hollywood, il fait la grande forme hollywoodienne, quoi. Les grands films hollywoodiens continuent d'en faire, des films, encore une fois, il n'y a pas d'expérimentation plastique particulière. Et c'est donc, on pourrait dire, c'est le dernier des classiques, mais en même temps, on se dit, c'est avec Preminger qu'on comprend que ce terme-là n'a pas beaucoup de sens, en fait. Et je me souviens, on a un ami qui s'appelle Patrice Rollet, il avait écrit un texte sur Tourneur, je crois, et il disait les films classiques sont les mauvais films. Et Preminger, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il a l'air comme ça de faire partie d'un panthéon, d'un type d'écriture qui vient de loin, qui vient du muet des années 15, un type d'écriture qui se met en place à ce moment-là, et en fait, non. Il faut regarder dans les détails, se rendre compte qu'au service de ce qu'il est en train de nous raconter, il ne découpe pas, par exemple. Là, on a vu l'utilisation du plan large, par exemple. Il y a des plans très longs où les acteurs se parlent, et un acteur essaye d'avoir la maîtrise, parce que la question de la maîtrise, on va en parler, c'est quelque chose de crucial chez lui. Un personnage essaie d'avoir la maîtrise de l'autre. Et ça, il faut que ça soit un long plan. Et il avait dit, Preminger, que son rêve serait de faire un film en un seul plan. Et alors, là, j'ajoute quelque chose aussi qui est possible, c'est que Preminger produisait ses films. Bon, il était un technicien, disons, suffisamment génial pour pouvoir faire des scènes intelligibles et claires en un seul plan, mais surtout, ça faisait gagner énormément de temps, et notamment dans ce film-là qui a été tourné au Capitole. Ils ont, alors en grande partie... Non, ils n'ont pas pu rentrer. Ah, ils n'ont pas pu rentrer? Ah non, ils n'ont pas pu rentrer. Dans l'article des cahiers, ils disent que... Alors, ils ont tourné devant. Ouais. Mais en fait, ils ont demandé la permission de pouvoir filmer au Capitole et le Sénat n'a pas autorisé. Donc, le décor du Sénat, en fait, c'est les studios de la Columbia. Et il y a Peter Lawford dans le film. Peter Lawford, l'acteur qui est le sénateur, qui est un peu playboy, et qui à la fin change d'avis, qui dit non alors qu'il devrait dire oui. Peter Lawford était le beau-frère de Kennedy. Et Preminger s'est dit, avec Peter Lawford, on va pouvoir rentrer à la Maison Blanche. Et c'était presque possible, et puis au dernier moment, ça va plus. Enfin, en tout cas, je crois que le tournage a duré 8 semaines, ce qui est assez fou pour un film de cette époque. Aujourd'hui, c'est des durées banales, mais un film de 2h15 avec autant de personnages, je pense que s'il y avait un découpage classique, le tournage aurait... Donc il y a aussi une question d'économie, que faire un film avec des longs plans, quand on est son propre producteur, oui, mais quand ça fait gagner beaucoup de temps. Ils finissent le tournage en novembre et ils veulent sortir le film en décembre. C'est-à-dire que le montage prend un mois, quoi, enfin, au plus large. Oui, ben ça c'est... Quand on est extrêmement sûr de ses moyens à l'époque, on a le film dans la tête et on fait des plans très longs, et en plus la technique du montage était différente, on pouvait pratiquement coller les plans les uns aux autres, et les temps de montage étaient moins longs.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la mise en scène, etc. Ou, non, bah, il y a un moment donné qui m'a énormément... Et des choses qui m'ont énormément frappé dans le film. Alors la deuxième chose, c'est sur le côté unique et extrêmement technique du film. J'ai fait ce rapprochement parce que c'est le même acteur. Jim me disait pendant la projection, les deux grands films politiques américains, on peut dire que c'est Young Mr. Lincoln de John Ford et celui-ci, donc les deux sont avec Henry Fonda. Et le film de John Ford est un film d'un réalisateur catholique, et donc ça prend la forme d'une parabole. En gros, il y a quelqu'un d'un peu élu, qui est Lincoln, qui, à l'expérience d'un premier procès, ou d'un procès dans sa jeunesse, révèle ses futures qualités d'homme d'État, et va incarner de manière presque, oui, biblique, la destinée des États-Unis. Et ce film-ci, c'est un cinéaste juif, et donc ça ne peut pas être... Juif athée. Ça ne prend... Oui, les juifs sont athées de toute façon. Donc, et donc ça prend la forme absolument pas d'une parabole, mais presque d'un traité juridique. C'est-à-dire comment ça fonctionne, la nomination d'un ministre, et le personnage, il n'y a aucun personnage purement négatif, sauf, j'ai oublié son nom, le jeune qui a des sbires avec lui. Ackerman, Georges Grisard. Voilà, c'est le seul qui va avoir un discours d'exalté, qui va mimer le discours de l'homme politique qui croit en ce qu'il dit. Tous les autres ont une distance avec le fond de l'affaire, et du reste, l'objet politique du film, il est assez anecdotique, puisque à la fin du film, Henry Fonda n'est pas confirmé, et en fait, il y a peu de conséquences, et on s'imagine que le vice-président trouvera quelqu'un de très bien aussi, et on ne se fait pas de soucis là-dessus. Donc le film dure 2h15 sur des débats politiques sans fin, pour un enjeu politique quasi nul, en fait. Et donc, l'objet de Preminger, c'est de dire, en fait, ce qui compte dans un système politique démocratique, c'est absolument pas le débat d'idées, c'est absolument pas les lois qui vont sortir de tout ça, mais c'est le mode de fabrication des choses de manière très technique. Et il y a une phrase, je crois, du Talmud qui dit, en fait, la révélation divine est révélée par la majorité simple des rabbins à un conseil rabbinique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que ce qui compte, c'est pas du tout le fond des choses, mais la constitution des États-Unis comme le judaïsme, ce qui compte, c'est la lettre et pas l'esprit. Et donc, je pense que les deux films sont aussi justes l'un que l'autre et aussi personnels l'un que l'autre. Il y en a pas un qui a raison de 14, mais c'est deux visions de la démocratie américaine qui sont presque à l'opposé. Ah oui, mais là même on va très loin, parce que il y a un film comme Autopsie d'un meurtre, qu'on peut rapprocher Autopsie d'un meurtre de ce film-là, c'est un film sur la rhétorique. C'est-à-dire, voilà, comment on fait pour convaincre l'autre, de quoi finalement c'est pas si important que ça. C'est-à-dire que les enjeux sont dérisoires à la fin, ce qui est très frustrant, mais en même temps c'est une vision peut-être plus lucide de ce qu'est la vie. Lorsque, à la fin d'Autopsie d'un meurtre, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, et qu'on se rend compte que James Stewart a très certainement été dupé par son client, et là, c'est tous ces efforts pour rien, parce que le système fait que ce qui a été projeté au début de l'histoire ne peut pas s'accomplir. Et effectivement, Nicolas a raison quand ce qui est très intéressant, c'est les rapports entre les personnages. À part celui qui a l'air de croire à ce qu'il veut, qui est le plus détestable, en fait, qui a l'air de croire à son idée, sa vision politique, qui est Ackerman, donc l'exalté, celui qui fait chanter Don Murray. Les autres, c'est un jeu. En fait, on a l'impression qu'ils savent. Pour moi, c'est la clé du film. C'est la clé du film. Le jeu de cartes, il y a parce qu'il y a Sid Coulet, il y a Charles Lawton. Il y a le chef de la majorité, Charles Lawton qui est dans la majorité mais qui est minoritaire dans la majorité, et il y a le chef de la minorité. Et à mon avis, il y a Jane Tierney qui représente la République. C'est-à-dire que... C'est une bitch.
Oui, voilà, exactement. La République est une bitch. C'est la première fois que dans un film américain on entend le mot bitch. Il aimait bien Preminger faire comme ça, avoir des audaces. Comme ça. Et donc il y a tout le personnel politique américain qui est en train de jouer et qui a l'air de très bien s'entendre, sous le regard, disons, de la République elle-même. Et c'est le contraire de ce que le Front National appelait, enfin, c'est l'UMPS. C'est vraiment, mais en disant que l'UMPS c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il est bon que les partis politiques s'entendent très bien et soient en gros d'accord. C'est-à-dire que voilà. À partir du moment où vous avez, parce que vous voyez bien que le système, Preminger disait que le film, parce que lui effectivement, c'était un type très intelligent, mais surtout il le montrait pas. C'est-à-dire quand on l'interviewait, il en restait souvent au sujet et il disait j'ai voulu faire un film pour montrer que la démocratie américaine c'est bien, ça fonctionne, ça a ses défauts, etc. Bon, c'est pas super passionnant. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus, ça va me revenir. Voilà, si. Et en même temps, on voit bien que ce qu'on a, la vision de la démocratie américaine, ça la fait, c'est un jeu, et aussi ne peut pas faire partie de la démocratie américaine les communistes et les homosexuels. C'est quand même ce que montre le film, c'est-à-dire quand même, elle englobe tout sauf ces deux-là, ces deux extrêmes, ces deux, voilà, les communistes, pourtant, Parti communiste, vous étiez communiste, vous n'aviez pas de chance évidemment d'être élu, c'est que le Parti communiste américain était un parti très minoritaire, et évidemment homosexuel, vous ne pouviez pas, il ne fallait pas que ça se sache, sinon vous n'aviez aucune chance de participer à la vie politique. Et donc, il y a cette idée que la démocratie, ça peut être un jeu, comme ça, mais il y a quand même cette idée, c'est quand même, je pense, aussi ce à quoi croyait Preminger, c'est qu'il détestait l'exclusion, quoi. C'est-à-dire que dans son cinéma, il y a eu des films antiracistes après Harry Sanders, etc. Il y a cette question-là. Sur le jeu, quand même, la dimension du jeu et le jeu de cartes, j'ai pensé à un film qui, a priori, il n'y a pas grand-chose à voir, qui est Ambre. Et dans Ambre, le roi Charles II, joué par George Sanders, joue aux cartes avec sa maîtresse, et puis elle veut essayer de manigancer un truc, et il n'est pas dupe. Et donc, ils se parlent, en parlant du jeu, en fait, ils parlent par métaphore de ce qui se passe entre eux, du fait qu'il en a marre d'elle, etc. Et à la fin, il fait le dernier pli, et il dit « The king takes the trick ». C'est le roi qui emporte le morceau. Et il y a ce côté-là dans le film, c'est-à-dire à un moment donné, dans les films de Preminger, qui est the king? Qui est celui qui remporte le morceau parce qu'il a finalement tout prévu et tout organisé? Alors moi j'ai ma petite idée pour celui-là. Je sais pas, à votre avis, c'est qui le king dans le film? The Vice. Comment? The Vice. Pas du tout. Non, c'est pas un jeu. Moi, c'est une théorie par ailleurs, une théorie de cinéphile, quoi. Enfin, je pense que The King, le Preminger lui-même, c'est Charles Laughton. C'est Sid Cooley, puisque à la fin, il a tout prévu. C'est-à-dire qu'il a des déconvenus, il organise évidemment la révélation du passé communiste d'Henri Fonda, quand ça ne marche pas, il essaye un autre truc, etc. Et à la fin du film, il sait sans doute, parce que ça c'est beau dans le film, il y a une vraie zone d'ombre. C'est le retournement de Peter Lawford. Et on a l'impression que Sid Cooley, enfin que Charles Laughton, sait que ça va se passer comme ça. Parce qu'en donnant la liberté de vote à chacun, Peter Lawford peut dire non. Il n'y a pas de discipline de parti à observer. Et donc, c'est lui, en fait, et il y en a plein dans les films de Preminger. En fait, c'est le metteur en scène lui-même, et c'est jamais le héros. Vous avez tous vu Laura, sans doute, la dernière fois. Pour moi, c'est Valdo Lineker. C'est le personnage joué par Clifton Webb, c'est le maître du temps. Il a caché le shotgun dans l'horloge. Et à la fin, quand il monte toute la fin du film, qui est en fait un suicide, en même temps qu'à la radio, il y a son émission radiophonique. On entend sa voix, mais donc il est le maître du temps, de l'espace, du son et de l'image. Et on peut s'amuser. Alors amusez-vous. Regardez dans les films de Preminger où est caché Preminger. Voilà. Alors, c'est une théorie un peu personnelle, je pense qu'elle tient. Je ne suis pas le seul à croire ça. Mais je crois qu'il y a cette idée que, voilà, Preminger, l'homme qui en savait trop, il est dans le film. Et c'est jamais le personnage principal. Alors vous allez voir la semaine prochaine Le Cardinal, qu'il va faire après, et là, je vous dis rien, mais il y a également cette dialectique-là entre le personnage principal qui est faillible
qui est libre, qui est faillible et qui est libre. La liberté, c'est une notion très importante chez Pablo. Mais il y a celui qui est le grand organisateur, celui qui organise tout. Et c'est jamais le héros du film. C'est peut-être d'ailleurs ce qui pourrait nous provoquer une polémique avec les McMahoniens, qui eux croyaient dans le héros du Preminger beaucoup plus, je pense, que Preminger lui-même. Mais c'est un autre débat. De toute façon, dans ce film-là, il n'y a pas de... Il y a Walter Pidgeon qui est donc peut-être la personne qu'on voit le plus, mais il n'y a pas de personnage principal. Mais il y en a qui gagnent. Oui, bien sûr. Sauf que la mort du président vient tout bouleverser. Mais bon, il a obtenu ce qu'il a voulu, mais par le sort. Oui, oui. Non, pareil, il y a quelque chose que je trouve assez prophétique dans le film. À la fin, et notamment avec ce personnage de Ackerman, c'est que le film montre le système démocratique américain comme quelque chose d'extrêmement fragile. C'est-à-dire que on sent que c'est un jeu auquel on peut jouer, mais où si on fait entrer certaines personnes dans ce jeu, en fait le jeu s'effondre. C'est-à-dire que c'est un système qui peut très vite dégénérer et ne plus avoir la vertu que le film lui prête. Et il y a comme un danger dans le film d'imaginer ce jeu-là avec des coups bas, des gens qui ne croient pas énormément à ce qu'ils font, etc. Si à la place des gens plutôt pas mal, des gens plutôt bien qu'on voit dans le film, vertueux, on les remplace par des Ackerman. C'est-à-dire que si les personnages du film sont tous remplacés par des Ackerman, là c'est l'enfer. Oui, c'est une dialectique du film réel, quoi. Entre le politicien et quand même l'homme qui croit un peu à ce qu'il fait. Quoi. En tout cas, qui croit à une certaine éthique. Oui, c'est ça. Ouais. Peut-être qu'on peut prendre des questions et puis ça peut rebondir. Le micro est là. Oui, bonsoir. J'aimerais que vous nous rappeliez le contexte politique des années 60, 61 et 62, qui est la période du film. Parce qu'il parle des... Il semblerait que dans le film, il y ait une urgence pour la paix. Oui, alors, voilà. Il y a deux choses en fait. C'est que le film se déroule en 60-61, donc à l'époque de Kennedy, mais le roman est inspiré des rapports entre Roosevelt et Truman, parce que l'auteur du roman était chroniqueur politique pendant la Deuxième Guerre mondiale, et il a écrit des articles qui ont d'ailleurs été compilés dans un livre sur les rapports entre Roosevelt et Truman entre 1943 et 1945. Et donc, quand il parle que le président a fait surmonter au pays une crise grave, en réalité, c'est la Seconde Guerre mondiale. Sauf que comme le film se passe dans les années 40, dans les années 60, il y a une dissonance et on imagine, je ne sais pas, que c'est la guerre de Corée, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une incohérence, mais dans la fabrication, qui n'est pas grave dans le film, c'est que ça parle de personnages des années 40, mais c'est transposé dans les années 60. Mais on peut imaginer quand même un côté prophétique, puisqu'il va y avoir la crise des missiles. Oui. Donc la question de qui va lancer les bombes les premiers, qui est posée dans le film. Et là, ça se passe après, et il y a quelque chose de prophétique. Et puis il y a aussi l'autre grand contexte, c'est donc la salle d'audition, qui était la salle d'audition de McCarthy, qui est la salle qu'on voit aussi dans Le Parrain numéro 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il y a des auditions sur le crime organisé. C'est une salle très célèbre. Bon, il y a aussi, rentre en résonance, les commissions, la commission d'enquête parlementaire de McCarthy. Et d'ailleurs, l'acteur, par exemple, Burgess Meredith, qui joue le rôle de Gellman, celui qui vient dénoncer Henry Fonda, c'est quelqu'un qui avait été considéré comme un témoin inamical par la commission des activités anti-américaines. Et d'ailleurs, je crois que oui, Preminger était le premier cinéaste avec Exodus à avoir refait, non seulement refait travailler quelqu'un qui était sur la liste noire, qui était Dalton Trumbo, et de l'avoir mis au générique. Parce que Dalton Trumbo avait continué à travailler un petit peu quand même, mais sans être crédité, et Exodus est le premier film où à nouveau, et c'était pas évident, voilà.
Oui, je voudrais vous dire d'abord que moi c'est un film que j'admire énormément. Et je voudrais vous parler, si vous voulez bien, de la première partie, considérant qu'il doit y avoir 4 parties dans le film, parce que cette première partie, je l'ai vue des dizaines de fois, parce que je l'ai chaque année utilisée avec mes étudiants en droit pour montrer le mécanisme institutionnel. Et comme disait Jean-François Roger, ce que Preminger réussit de façon remarquable, c'est de rendre intelligibles des procédures que le spectateur est censé ignorer, ou on peut considérer qu'il les ignore. La procédure d'advise and consent, c'est-à-dire la nécessité que la nomination du président soit confirmée par le Sénat, et les règles de fonctionnement du Sénat. Alors, à force de le revoir, je me posais la question de savoir comment, ce que Jean-François Roger disait, ils font ça intelligible. Alors, je me pose un peu la question de savoir comment. Parce que, comment? Déjà en injectant dans cette première partie une dose d'humour. La remarque de Walter Pidgeon sur la dignité des veufs, le fait qu'il y ait ce lover, ce sénateur homme à femme, qui curieusement est joué par un des familiers du président de l'époque. Et ce n'est pas rien comme allusion, ça, les gens doivent le comprendre très bien. Bon, donc il y a l'humour. Et puis, il y a aussi un petit détail, moi, qui m'a toujours amusé, c'est comment fait le Preminger et ceux qui ont écrit le film, ils savent que le citoyen américain, le spectateur, est complètement ignorant de tout ça. Alors comment va-t-il le faire comprendre sans faire passer les gens pour des imbéciles? Eh bien, il va chercher la visiteuse, la femme de l'ambassadeur de France, Célestine. J'ai appris ça en voyant le générique final. Madame Barré s'appelle Célestine. Eh bien, c'est par elle qu'on va expliquer les choses. Donc, on va faire comprendre aux spectateurs américains, tout en lui montrant que c'est pas un imbécile, parce que le rôle de l'imbécile, on va le faire porter à qui? À la française. Ça, je trouve ça tout à fait réussi. Et puis, il y a aussi ce dialogue, parce que Sip Cooley, c'est aussi ce qui est remarquable, c'est que Sip Cooley, le personnage joué par Lawton, est une crapule, mais une crapule de haute dimension. C'est ça qui est son discours final dans la première partie, quand il dit qu'il va rejeter Leffingwell, d'abord est un dialogue qui est écrit d'une façon somptueuse et qui est souligné par ce mouvement d'appareil qui va partir de Sip Cooley pour nous montrer l'ensemble jusqu'à la chair, jusqu'au bureau du président. Donc ce dialogue-là est absolument formidable et est souligné par ce mouvement d'appareil extraordinaire. Donc franchement, je peux vous dire, j'ai vu ça des dizaines de fois et à chaque fois, je tombe en admiration devant cette première partie. Alors, vous avez entièrement raison. Et je voudrais même ajouter quelque chose, parce que, effectivement, il y a quelque chose d'assez didactique, en tout cas dans la première partie, pour qu'on comprenne qui est qui, tout ce qui se passe, mais ça ne paraît pas du tout didactique. C'est-à-dire que c'est très vivant et très incarné, et on n'a pas du tout l'impression, même si à la fin on apprend des choses, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un cours de droit constitutionnel. Et la raison pour laquelle on n'a pas du tout l'impression d'être dans un cours de droit constitutionnel, c'est un autre aspect de la mise en scène, auquel on pense peu, et je vais ensuite donner 2 exemples, pas forcément dans ce film, parce que dans ce film c'est plus discret, c'est que la mise en scène, c'est pas que le découpage, le mouvement d'appareil, le casting, etc., c'est des choses aussi qui se passent à l'intérieur des plans. Et Preminger est quelqu'un qui est génial pour montrer à l'intérieur des plans des choses qui vont faire qu'on croit absolument à ce qu'on voit. Et je voudrais, pour moi, les 2 exemples les plus frappants dans l'histoire du cinéma, et donc un exemple de Preminger, un exemple qui est Visconti. Dans le Guépard, au début du film, on apporte une lettre à Burt Lancaster. Il la lit, il la jette par terre. Ça, il n'y a que quelqu'un qui a 15 domestiques qui peut, quand il a lu une lettre, qui jette tout par terre. Et ça, je pense qu'il faut être grandi dans une maison ou dans un château où son père ou son grand-père, après avoir lu une lettre, jetait. Et donc ça donne immédiatement quelque chose de concret, d'incarné, et on dit ce type-là est un prince, puisque quand il lit une lettre, il est pourtant très poli,
il la jette par terre parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui va immédiatement la ramasser. Dans Exodus, je regardais Exodus la première fois, j'avais, je ne sais pas, 17 ou 18 ans, et bon, le film a des, comment dire, peut-être moins réussi que celui-là, il y a des choses qui sont un petit peu plus, pas académiques, mais plus traditionnelles, voilà. Et puis à un moment donné, il y a une scène où il y a un des chefs, disons des sionistes extrêmes, terroristes, l'oncle Akiba, je crois, qui interroge Salmineo, qui va raconter son expérience. David Opatouchou. David Opatouchou, qui était un acteur yiddish. Et donc je vois le film, etc. Et David Opatouchou se sert du thé, casse un sucre, met le sucre dans sa bouche et boit le thé. Et là, je vois en fait ma grand-mère faisait la même chose, qui était née en Russie, etc. Voilà. Et je me dis, voilà, il y a un film hollywoodien, avec tout ce qu'il peut y avoir de conventions dans le film hollywoodien, c'est des conventions qui peuvent être très belles. Mais à un moment donné, c'est comme la lettre du guépard, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a un truc, même si on ne le sait pas, on le voit, il y a quelque chose d'étrange, d'inhabituel, de non académique, qui fait que c'est incarné. Là, je ne sais pas, moi, je n'ai malheureusement pas de famille qui travaillait au Sénat américain, mais je suis persuadé qu'il y a des détails infimes qui nous donnent l'impression à la fois que c'est très clair, qu'on comprend tout, mais qu'en plus, c'est pas bidon, c'est pas le film avec l'émission avec l'autobus, là, ça m'intéresse, ou je sais plus quoi, c'est pas sorcier, c'est-à-dire il y a vraiment un truc où on n'est pas là pour apprendre des trucs, mais pour voir vraiment la vérité des choses. Alors si vous revenez la semaine prochaine, je vous dirai dans le Cardinal où ça se trouve, les détails qui tuent, parce qu'il y a aussi ce côté, c'est un très grand critique de cinéma qui s'appelait Gérard Legrand, qui avait écrit sur Preminger, et il parlait de pliure, en fait. Il y a de moments où dans ces films, où avec la grande forme, etc., il y a quelque chose qui est plié, et souvent qui tout d'un coup qui bouleverse le sens, ou qui incarne quelque chose, voilà, qu'on n'avait pas vu. Et il y en a dans le cinéma de Preminger tout le temps. Donc revenez la semaine prochaine. D'autres questions? Je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que je crois que ce qui est le plus impressionnant chez Preminger, c'est ce que j'appellerais la circulation. Et en l'occurrence ici, on circule, y compris dans les sous-sols, dans les souterrains, avec le petit chariot. C'est-à-dire qu'on nous montre les dessous, pas seulement le dessus, mais aussi les dessous de la vie politique américaine. Et à cet égard, il y a une question quand même qui se pose, c'est celle de l'argent. C'est-à-dire que l'argent est sur l'écran, mais il n'est pour ainsi dire pas mentionné. Il est mentionné une fois dans le dialogue entre Jane Tierney et Walter Pidgeon, puisqu'il est son amant, officiel, reconnu, etc. Mais attention, on ne va pas se marier, on est veufs tous les deux, on va rester veufs. Quand même qui passe par l'escalier de service. Et l'ascenseur de service. Mais justement, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des maisons où il y a des ascenseurs, où il y a des mince, je sais plus comment on appelle ça, enfin, des devantures. Ils vivent à l'hôtel. Ils vivent à l'hôtel beaucoup. Hein. Parce qu'en fait, ils viennent de leur état, et puis de temps en temps, ils vont à des congrès, enfin, ils vont quand il y a des sessions. Il y a une réception somptueuse où tout le monde est en tenue de soirée, où on consomme clairement du champagne, etc. Mais le seul moment où l'argent est mentionné, c'est donc le rapport intime entre elle et lui, et sinon, l'argent n'est mentionné nulle part, alors qu'il est quand même essentiel dans la vie politique états-unienne. Moi, je dirais que c'est pas vraiment le sujet du film, mais par ailleurs, il y a un endroit où l'argent, parce que on est dans l'abjection, c'est quand il va chez le macro et que l'autre veut bien lui parler à condition qu'il mette les billets sur la table. Ça, là, l'argent, il n'est pas là pour rien, et effectivement, c'est dans un moment d'abjection du film, de descente aux enfers, où là, il faut payer voilà, avec des billets. Donc, il n'est pas absent totalement, quoi. Ouais. Mais en ce sens, vous avez raison. Le film n'est ni marxiste ni même balsacien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la question de l'argent se pose peu. Juste sur la circulation et sur la manière de suivre les gens dans des dédales. Pour moi, le film le plus impressionnant, je ne sais pas s'il est déjà passé c'est Bunny Lake qui a disparu, où il fait des mouvements d'appareil extraordinairement complexes
dans des minuscules maisons anglaises. Et là, je me demande parfois où la caméra passe. Enfin, il est déjà passé, mais il repasse vendredi prochain. D'autres réactions? Oui, alors je ne sais pas si mon exemple sera bon, mais dans ce dont vous parliez là sur les moments où on y croit un peu plus, je pense qu'il y en a un quand ils sont à la commission, au moment où Gell-Mann fait sa déposition, il y a une personne en fait qui est celui qui enregistre tout, qui note en fait. Alors il dit pas un mot, évidemment, lui il est juste chargé de noter. Et à un moment le plan vient, on le voit qu'entre les deux qui se parlent. Et en fait, alors c'est pas évidemment fait par hasard. À un moment, il y a des interruptions, il y a des moments où Gell-Mann cherche ses mots, et à tout moment, effectivement, enfin moi ça m'a vraiment captivé, parce qu'on le voit qui s'arrête, et puis qui se met à taper quasiment lettre par lettre, en fait, et parce qu'il doit épeler un nom. Oui, il épelle, c'est ça, quand il épelle Bukowski. Mais du coup, j'ai trouvé que ça participait vraiment beaucoup à nous mettre dans le bain quoi, de cette commission. Oui, oui. Alors il y a un moment moi, que j'aime beaucoup, enfin, on insiste beaucoup sur la vie familiale de Don Murray, le personnage qu'on fait chanter Anderson. En fait, il y a cet espace avec la petite fille qui est dans le jardin, la femme qui rentre, ils rentrent du jardin, ils sortent et lui il est dans la maison. Et à ce moment où il doit s'occuper de sa petite fille parce qu'il va partir en fait essayer d'échapper au chantage. Et sa femme lui dit va jouer avec Pidge, c'est le nom de la petite fille, et elle est sur la porte, elle dit oui, dépêche-toi, il va faire nuit. Ça, je trouve ça, il va faire nuit, oui, donc il faut jouer avec la petite, mais il va vraiment faire nuit pour lui, il va s'enfoncer dans la nuit et dans la mort. Je trouve ce morceau de dialogue avec la petite fille dans la porte, c'est presque un truc de film d'horreur, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a le cinéma d'horreur, en fait, il y a des affects très, très profonds qui viennent d'expériences vraiment qui peuvent être familières. Et là, la petite fille dans la porte qui dit « Papa, il va faire nuit », elle est en train d'annoncer le destin de son père. C'est génial, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça... Pardon. Oui, bonjour. J'ai deux questions. Une petite question un peu, M. Baffiard. Je vois qu'il y a deux écoles. On dit Preminger ou Preminger? Preminger. Moi, je suis de l'école Preminger. Je pense qu'il y a une prononciation anglaise et allemande. Voilà. Comme c'est un cinéaste hollywoodien, moi je dis Preminger. Mais on peut dire Preminger, on n'est pas puni si on dit pas. Et la deuxième question, c'est en quoi ce film peut-il encore résonner avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? C'est ce que je disais, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand un système pareil, on décide de ne plus suivre les règles du jeu? C'est-à-dire que est-ce que, à partir du moment où on ne suit plus les règles du jeu, est-ce qu'il y a une sanction ou Et en fait, il s'avère que, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que si quelqu'un décide de s'affranchir des lois, il n'y a pas besoin de législateurs. Oui. Qui ne servent plus à rien, qui le sénatent. Mais déjà, le film est très sur l'idée de la rhétorique qui tourne à vide, etc. Il y a un moment très intéressant dans le film, c'est le moment où, pour empêcher Ackerman de parler, pour convaincre, Walter Pidgeon demande à son copain de convaincre Ackerman de ne pas exiger le vote tout de suite, je crois, pour laisser le temps à ce projet de retournement du personnage, il se met à parler et en fait il pratique ce qu'on appelle le filibustering. C'est comme dans Monsieur Smith au Sénat. C'est ça, c'est-à-dire qu'il parle, il faut occuper le stand the ground, comme on dit là, il faut occuper, stand the floor, pardon, il faut occuper le temps, et donc il faut écouter ce qu'il dit, parce que à la fois ça n'a aucune fonction immédiate, et en même temps, il rappelle les grands principes de la séparation des pouvoirs, de la démocratie libérale, etc. Et donc, ça veut aussi. Et donc, le fait qu'il parle des grands principes et qu'en même temps, ça serve juste à occuper le terrain, il y a quelque chose d'assez ironique, en fait. Le cinéma de Preminger est toujours un cinéma. En fait, il y a beaucoup c'est pas de l'ironie, il y a beaucoup de cynisme chez lui, mais vraiment au sens profond, un peu au sens grec du terme chez Preminger. Il y a quelque chose d'assez désabusé chez lui, d'assez cynique, en fait cynique, parce que c'était pas un gentil Preminger, on peut penser. Et il avait une vision finalement de l'humanité peut-être un peu misanthrope, en tout cas tout ça. Et je pense que, contrairement à ce que lui-même déclarait, le film nous donne une image de la démocratie américaine, c'est une image comme une coquille vide.
Et c'est pour ça d'ailleurs que ça ne marche pas à la fin, puisque tout ce que les personnages ont fait depuis le début n'a pas marché. Et je trouvais que ce moment-là où Walter Pidgeon se met à la fois à rappeler les grands principes, et en même temps il les rappelle juste pour que... Enfin, c'est un usage du langage qui est purement fatigue, quoi. Il ne s'agit pas de communiquer quoi que ce soit, il s'agit juste de faire du bruit. Voilà. Est-ce que les grands principes, c'est du bruit, hein? Enfin, c'est presque... On pourrait presque pousser le raisonnement aussi loin que ça. Et puis, bon, il y a aussi autre chose, moi, que je me dis quand même de plus en plus, à mesure que le temps avance. Enfin, c'est une lapalissade, ce que je veux dire, mais bon, comme toutes les lapalissades, il y a une partie de vrai, c'est que... La tautologie. Les vieux films sont de plus en plus vieux. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent du temps. Moi, quand j'ai vu ce film la première fois, ça devait être dans les années 90, le film il avait 30 ans. Bon. Aujourd'hui, il en a 60. Et c'est un film que des années 60. C'est-à-dire que pareil, moi, quand j'ai vu des films des années 40, quand j'étais enfant, c'était des films qui avaient 40 ans. C'est pas si lointain, quand même. Et aujourd'hui, c'est des films qui ont 80 ans, 90 ans, etc. Donc, c'est pas parce qu'on a une familiarité avec, pour le dire vite, le langage utilisé par ces films, qu'on était très familier avec eux quand on était enfant et que donc on l'est encore, que ça ne devient pas des œuvres d'art en fait très vieilles, et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, mais il y a tellement de choses qui se sont passées entre ce film et aujourd'hui que tirer une seule ligne entre 1960 et en réalité, comme on dit tout à l'heure, en réalité 1945, entre 1945 et aujourd'hui, c'est plus aussi simple. C'est-à-dire que c'était assez simple, oui, on voyait ce film en 80, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, il y a eu la guerre du Vietnam, et donc depuis la guerre du Vietnam, bah, ça a changé, etc. Je veux dire, les films de Chaplin, La Rue vers l'or, ça a un siècle. Donc c'est la même différence entre Chaplin et nous qu'entre Chaplin et Balzac. Donc ça devient vertigineux quand même. S'il vous plaît. J'avais une remarque sur le... J'ai découvert le film et j'ai trouvé que c'était quand même un hommage critique, mais un hommage quand même à la démocratie américaine, parce que ça montre quand même que le président ne fait pas ce qu'il veut, qu'il y a une opposition, que malgré les Ackerman et les Sid Cooley qui ont des méthodes limites, on arrive quand même à faire fonctionner une machine démocratique. Il y aura certainement un secrétaire d'État qui sera nommé par le vice-président devenu président. Donc j'ai trouvé que c'était un hommage critique, sans trop d'illusions et d'angélisme à la démocratie américaine. Ça m'a fait penser aussi un petit peu à M. Smith au Sénat, vous n'en avez pas parlé. Il y a la procédure de blocage du temps de parole là, qui est utilisée par James Stewart dans ce film. Et ce qui me frappe aussi, c'est que ces deux films, M. Smith et ce film-là, sont faits aussi par des immigrés. Ce pas des réalisateurs américains pure souche qui ont fait ces films aussi. Je trouve que c'est intéressant aussi pas des de réfléchir à ça. Et une dernière remarque qui n'a rien à voir, c'est que j'ai trouvé que la copie était horriblement surexposée. Je ne sais pas si c'est... Non, mais toutes nos excuses, mais c'est une copie qui visiblement a un peu subi les outrages du temps, en tout cas, à certains passages, elle a pâli. Donc c'est la dernière fois qu'on la projettera, donc la prochaine fois, il y en aura une autre. Moi, j'ai été très impressionnée par le film, par sa froideur, mais dans cette froideur, il y a eu deux moments où j'ai trouvé qu'on était bouleversés. C'est le moment où Henri Fonda doit avouer à son fils que le mensonge diplomatique lui semble indispensable. Et on voit que l'enfant est décontenancé, il est presque démoli. Et ça, c'est une scène que je trouve absolument bouleversante entre la jeunesse qui admire son père, parce qu'il est plutôt exemplaire dans l'ensemble, et qui s'aperçoit qu'il ment alors qu'on lui a toujours dit qu'il ne fallait pas mentir. Et je trouve que c'est filmé avec une acuité, avec une douleur, enfin qui, moi, me touche énormément. Et j'ai retrouvé cette même douleur au moment quand la femme d'Anderson
veut savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire de Hawaï, et qui, lui, il ne peut pas lui dire qu'il est enfermé, parce que la société l'a contraint. Il est dans un enfermement total. Et ça, c'est... Et on sent que la femme... La femme le sait, en fait. La femme le sait. Elle dit notre mariage n'est pas si... n'est pas exemplaire. Donc on imagine qu'ils ont des rapports, disons, sexuels, c'est compliqué. Et elle comprend pas consciemment qu'il est homosexuel, mais elle se dit c'est de ma faute. Oui, non, mais c'est terrible de penser qu'elle pense que c'est de sa faute. Alors, c'est une scène extrêmement douloureuse. Et lui, qui ne peut pas, il est prêt à dire quelque chose, et il est sous une chape de la société, que même avec sa femme, avec qui il a quand même une vraie histoire, ils combattent ensemble, elle le suit partout, et c'est impossible, il est dans une prison. Et ça, moi je trouve que la façon dont Preminger le montre, ça nous saute à la gueule. C'est une leçon de mise en scène, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent que la mise en scène de Preminger est froide. Je dirais, il y a une distance avec les personnages, alors un peu comme chez Mizoguchi, mais je ne dirais pas que c'est froid, c'est quand même un cinéma qui est souvent bouleversant. Sur le passage homosexuel, en fait, c'est intéressant parce que il y a des interprétations, en fait, sur... Alors, évidemment, on est dans la psychologie, donc tout est possible, en fait. Sur l'idée que quand il rentre dans la boîte gay, c'est d'ailleurs la première fois qu'il y a une boîte gay dans un film hollywoodien. Preminger adorait être pionnier, le premier à faire ci, à faire ça, etc. À avoir des idées audacieuses, donc il se battait contre le code de censure beaucoup. Et c'est le moment d'ailleurs où le code de censure, après le film, commence à dire, au moment pour faire passer le truc, il dit on peut tolérer de parler de l'homosexualité, mais with care, donc avec précaution. Donc, et l'année d'après, je crois qu'il y aura le film de Wilder, La Rumeur, qui est aussi une histoire d'homosexualité, cette fois-ci féminine. Il y a une interprétation qui dit qu'en fait, lorsqu'il descend dans la boîte, il est confronté à la réalité de son désir. Et que cette attraction-là, c'est ça qui le tue. Beaucoup plus que... Alors on peut en discuter, parce que c'est totalement polysémique, en fait, ça, pour le coup. Preminger ne nous dit rien. Et par ailleurs, on se dit, parce que aujourd'hui, évidemment, on est très attentif aux questions de représentation, et notamment aux questions de représentation des minorités, et on peut considérer que c'est à la fois le premier film hollywoodien à montrer de façon frontale les homosexuels, et en même temps on peut se dire aussi que c'est une vision infernale. Vous avez le macro énorme, etc., qui organise comme ça les rendez-vous clandestins des couples homosexuels. Vous avez cette boîte quand même où les personnages surjouent un peu. Vous avez vu comment ils sont accoudés au bar, les fesses en arrière. Il y a quelque chose d'un peu infernal, qui est effectivement une manière aussi pour Preminger de faire en sorte que le spectateur identifie bien où on est. Le spectateur empli de préjugés, etc. Et puis c'est aussi parce qu'on est dans un film classique, c'est-à-dire, là il y a un chant contre chant. En gros, il y a Don Murray, le personnage qui regarde ce bar gay, on se dit, mais c'est en fait une projection du personnage lui-même. Et donc, voilà, comme quoi ces questions de représentation sont jamais simples. On peut facilement considérer que finalement aujourd'hui, on dirait, c'est un passage homophobe. Mais en fait, c'est ne pas se rendre compte à la fois des conditions de représentation de l'homosexualité à l'époque et aussi de l'économie à l'intérieur du film. Un sénateur, un type qui a fait la guerre à Hawaï et qui est devenu un homme politique, qui est sénateur en 1962, forcément l'homosexualité, c'est dangereux. C'est quelque chose de dangereux, d'ailleurs ça va lui coûter cher. Et donc ce danger-là, on nous peut le montrer si il faudra un personnage qui le dise. Mais alors vous voyez tout de suite comment ça serait lourd. Il faut tout d'un coup une image un peu infernale. Et donc là, on y pense beaucoup plus depuis un petit moment, ces questions de représentation. Mais c'est important de décrypter comment dans les grands films, c'est jamais du cliché. Ce n'est jamais seulement un cliché. Voilà. C'est à la fois un cliché ici, bien sûr, l'homosexualité, c'est tabou, c'est interdit. C'est même le rapport du MPA, de Joseph Green, il parlait, on peut parler de l'homosexualité et autres déviations psychiatriques. Mais du reste, excuse-moi, le fait d'être dépressif est aussi
montré comme quelque chose de négatif. C'est pas une maladie. C'est un vice. Absolument. Voilà, donc c'était pour parler de ce côté-là. Peut-être une question. Est-ce que vous pourriez nous apprendre quelque chose? Je vois pas qui. Je suis là. Attendez, d'abord monsieur, puis après vous. Oui. Donc, oui. Est-ce que vous pourriez nous apprendre quelque chose sur la relation entre Henry Fonda et Preminger? Voilà. Je ne sais pas s'ils se connaissaient bien, s'ils s'appréciaient, ce qu'ils disaient l'un sur l'autre. Je crois que c'est le seul film qu'ils ont fait ensemble. Femme maîtresse. Ah ben oui, bien sûr. On l'a passé hier en plus, j'ai plus de mémoire. Oui, merci. Je vous pose la question parce que j'ai vu le film hier. Ah oui, d'accord. Écoutez, je sais pas. Les rapports avec entre Preminger et les acteurs, c'était souvent compliqué. Je peux vous parler des rapports entre... En fait, ce qu'on sait sur Tempête à Washington, Henry Fonda, en fait, il était devenu une telle star que, en gros, il n'y a pas eu de problème avec Preminger. Il l'avait déjà fait tourner. D'ailleurs, 47, donc c'est combien, 8 ans plus tôt. Non, qu'est-ce que je dis 12 ans plus tôt. Donc il le refait tourner là, ou 12 ans, voire 13. Et ils étaient tous les acteurs, ça a été terrifié. À la fois, ils considéraient Preminger comme un grand cinéaste, c'est-à-dire ils voulaient faire des films, ils étaient terrifiés à l'idée de travailler avec lui. Preminger, c'était le type qui était adorable quand il n'était pas sur un plateau, et dès qu'il était sur un plateau, c'était un tyran. Il hurlait sur les gens, il hurlait. Il a eu des problèmes avec Ackerman, le père Grisard, l'acteur, et il a fait pleurer Francho Tone, l'acteur qui joue le président. Il l'a fait pleurer tellement il était tyrannique et odieux. Et Gene Tierney, qui a beaucoup tourné avec lui, qui revient au cinéma avec ce film. Gene Tierney, parce qu'elle traverse une grande période dépressive à partir de 1955, et elle revient au cinéma à ce moment-là, et elle était terrorisée à l'idée de retravailler avec Preminger. En même temps, elle voulait, en même temps, elle l'aimait, parce que c'est Preminger qui l'a faite, en fait, qui en a fait une star. Et donc, voilà, sur les rapports, ce qu'on peut dire sur le rapport entre Preminger et les acteurs, c'est vraiment, pour le coup, aujourd'hui, on pourrait dire que ça ne passerait plus. C'est-à-dire que il terrorisait les acteurs, il les violait symboliquement, quoi. Il les terrorisait, il leur prenait, il leur volait quelque chose qui sortait presque de la terreur, quoi. Il y avait quelque chose de similaire. Alors on comprend d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a le théâtre, hein, le cinéma, en fait, il y a toujours eu du théâtre. Et vous regardez les plans longs en scope avec les deux personnages, ça dure très longtemps, donc il faut tenir. Il faut connaître son texte, il faut exactement être précis. Donc on imagine aussi que le style de mise en scène de Preminger le rendait autoritaire. Il faut que ce putain de plan de 2 minutes soit réussi. Et qu'on travaille vite, qu'on aille vite, etc. Et je crois que Henry Fonda a une réputation épouvantable aussi, donc ça ne fait pas être... Il s'est battu avec John Ford, donc physiquement. S'il vous plaît, comment ça s'appelle, à propos des lettres jetées, j'ai pensé à un film sur l'assassinat d'Aldo Moro, où le pape Paul VI jette une lettre, il propose de négocier avec les Brigades Rouges pour éviter l'assassinat. Mais quel rapport? Mais pourquoi vous posez cette question? Vous voulez parler des lettres jetées. Des lettres jetées? Oui. Ah non, dans le Guépard, il les jetait pas dans le feu, il les jetait par terre. Oui, mais c'était Non, alors, vous faites allusion au film de Marco Bellocchio, où le pape écrit il fait une déclaration, il écrit une lettre qui sera publiée, où il supplie les Brigades Rouges de relâcher Aldo Moro. Et en fait, à un moment donné, il écrit cette supplique, et quelqu'un vient lui apporter une petite note, et il y a écrit dessus sans condition. Donc le film, c'est une théorie, on n'a jamais su si c'était vrai, etc., mais laisse croire que Andreotti, qui était président du Conseil à l'époque, avait exigé de Paul VI, le pape, qu'il mette sans condition, ce qui d'ailleurs a tué Aldo Moro. C'est-à-dire à partir du moment où le pape mettait libéré, homme des Brigades Rouges, liberté Aldo Moro sans condition, ça voudrait qu'elle n'obtiendrait rien. Et donc le geste du pape qui jette cette lettre, c'est parce qu'il est écœuré, parce qu'il est obligé de faire, dans le film de Bellocchio. C'est pas du tout, effectivement, là c'est vraiment une lettre qu'on a lue et qu'on fout par terre, parce qu'on est assez riche pour avoir des gens qui la ramassent et la jettent dans la poubelle, si vous voulez. C'est ça l'idée, quoi. Voilà.
C'est marrant cette œuvre. Parce qu'il y a des films d'Elio Petri en ce moment, peut-être ça. Fusion. Merci. Peut-être tu. Oui. Moi je trouve que ce film que j'avais vu il y a très longtemps. Attendez, vous n'avez pas un micro? Oui. Oui, moi je trouve que ce film que j'avais vu il y a très longtemps et que ensuite j'ai revu, c'est une sorte de documentaire sur un temps passé, évidemment. Et alors moi ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est à quel point l'homophobie de l'Amérique était démentielle. Parce que un petit épisode homosexuel dans l'armée qui conduit à une interdiction politique totale et à un suicide, non mais c'est quelque chose d'absolument effrayant. Alors je ne sais pas quel est le point de vue de Preminger par rapport à ça, s'il veut le dénoncer ou s'il se coule dans cette réalité où, comme vous disiez, il y avait deux choses qui étaient absolument tabous. C'est un petit flirt avec le communisme dans sa jeunesse, péché de jeunesse, et un petit épisode d'homosexualité sur une plage qui brise votre vie pour toujours. Alors moi, c'est ça qui m'avait beaucoup frappé, et je pense que c'est un peu le point. Enfin, le film est basé là-dessus. Alors, je ne sais pas quelle est la position morale de Preminger sur cette question. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que Preminger était ce qu'on appelle un libéral, c'était quelqu'un de progressiste. C'est évident qu'il dénonce les limites de la démocratie. Il dénonce d'avoir été communiste dans sa jeunesse, et il ne l'était pas du tout, lui, il n'était pas du tout marxiste, etc. Ou considérer qu'une orientation sexuelle peut vous empêcher de travailler, etc. Évidemment, il le dénonce quand même du côté de Don Murray. On est je voulais dire non plus là. Enfin bref, c'est vraiment... oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que Don Murray c'est des sénateurs, donc ils ont besoin d'être élus. Alors c'est un système de grands électeurs, c'est pas le même système, mais vous n'avez pas d'électeurs. Dans l'Amérique du début des années 60, personne ne vote pour vous si on apprend que vous avez été communiste ou que vous êtes homosexuel. C'est tout aussi simple que ça. C'est aussi, quand bien même il serait interdit, il n'y aurait même pas de pouvoir obtenir une fonction dans l'administration, encore que après on peut se cacher d'avoir été homosexuel, mais dénoncer le scandale de l'homosexualité, c'est fini, il n'a plus son siège de sénateur à la prochaine élection. Non? J'imagine que c'est ça. Je sais. Peut-être une dernière question? Oui, bon, il y a 10 000 choses à dire sur le film, je ne dirai pas les 10 000, mais juste sur l'intervention la précédente. Je pense qu'on peut rajouter, par rapport au film qu'on vient de voir, bien sûr, que chez Preminger, oui, il y a le côté documentaire et aussi l'aspect théâtre en même temps. C'est à la fois, on voit des personnages, entre guillemets, en représentation, mais on les voit même jouer, peut-être même surjouer leur représentation, parce que c'est des acteurs, qu'on soit d'accord, cinéma, théâtre. Et en plus, on est dans la représentation d'un espace politique, de vie politique, et donc mettre en valeur ce qu'on voit de façon documentaire. Et une question particulière? Non, mais c'est une remarque que je crois pour moi au moins importante, c'est que il y a le champ de ce qu'on voit, mais il y a le hors-champ. Et ce que j'ai l'impression, ou ce que j'ai vu, ou j'ai cru voir, c'est qu'en fait, il filme beaucoup l'état de l'opinion à l'époque. On a rappelé que c'est un roman qui se situe autour des années 40, mais en fait, c'est, pas adapté, enfin si, c'est adapté par rapport à l'époque 1960. Et le fait que ça puisse nous toucher aujourd'hui, c'est de voir comment un système, dans le film il est dit que pour eux c'est un beau système qui a été fait presque comme une machine un peu impeccable, enfin,
et que en fait c'est très fragile, et que la vie politique, c'est aussi des personnes, des individus de la société, des citoyens, des civils qui vont voter par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à cette machine-là. Voilà. C'était juste la remarque générale. S'il n'y a plus de questions, on n'a pas épuisé le film évidemment, il faudra le revoir. À chaque fois qu'on le voit, on trouve des trucs. Donc merci à Nicolas d'être venu. Merci à vous. Je parlais de rendre le film avec George Sanders, il passe tout à l'heure, donc ne ratez pas ça, c'est absolument sublime. Là, on est dans l'Angleterre de Charles II, où alors, la copie est absolument, c'est une copie film en Technicolor à tomber par terre. Donc c'est à 19h dans cette salle. Voilà. Et la semaine prochaine, on se retrouve autour du cardinal. Merci. Oui, c'est quoi? C'est parce que peut-être que les